Continuer dans les techniques d'investigation, on va passer aux techniques plutôt expérimentales. On est pas mal en retard, on a une session de retard, on va dire. Donc, on va vous demander d'être efficace sur le chronomètre. Alexis, qui est au fond là-bas, va vous faire un petit signe à 2 minutes en essayant d'être un peu focalisé là-dessus. On va parler du coup technique expérimentale pour la caractérisation des processus hydrogéologiques et on va commencer par la caractérisation des processus de recharge et des processus de mélange, notamment avec les isotopes du strontium et de la molécule d'eau. Et du coup, c'est Madame Marianella Guispé du BRGM qui va débuter, si elle est dans la salle. Voilà. Sinon, on est courte. Hein. Ok, alors, bonjour, je suis Marianella Cuspesiwas et je vais vous présenter les avancées de mes travaux de thèse qui sont dirigés par Alain Denis à l'Université de Bordeaux et aussi par Benoît de Vandel au BRGM. Alors aujourd'hui, on va parler sur la caractérisation de la recherche localisée et processus de mélange à l'aide des isotopes de strontium. Et donc, pour ça, déjà, il faut se localiser dans un contexte d'aquifères multicouches dans un bassin sédimentaire. À ça, on va ajouter aussi les caractères karstiques qu'on peut trouver dans les réservoirs carbonatés. Et donc, on va avoir un système très, très complexe. Et dans ce système très complexe, on va avoir aussi une recherche complexe et qui va être composée par une recherche autogène, c'est-à-dire une recherche exclusive de terrains carbonatés qui vont avoir des caractéristiques hydrochimiques de 7 domaines calcaires. Et dans d'autres cas, on peut trouver aussi une recherche halogène qui va correspondre à la recherche réalisée par l'impluvium et localisée dans des terrains non carbonatés. Donc, c'est-à-dire cette recherche, elle va être concentrée, elle va avoir des caractéristiques hydrochimiques et isotopiques différentes de notre système et elle va entrer dans notre système par des structures comme des pertes ou des fractures. Et, et aussi, on va parler aussi sur les interactions avec les eaux de surface, notamment sur la décharge qu'on peut trouver dans ce système multicouche. Et de manière moins importante, le processus de mélange entre les aquifères, et notamment à cause des transferts rapides par les conduites karstiques qu'on peut trouver dans les systèmes. Alors, ok, donc notre zone d'étude, ça va être le bassin nord-aquitaine. Elle est localisée dans le sud-ouest de la, elle est localisée dans le sud-ouest de la France. Ok. Elle est localisée dans le sud-ouest de la France et elle est composée par des pots sédimentaires mésozoïques et cénozoïques. Et ils vont constituer en fait une alternance des aquifères et des aquitaires. Dans ces cas-là, on va se concentrer à deux grands aquifères ils avaient parlé déjà précédemment. On parle des aquifères jurassiques qui sont constitués eux-mêmes par des subaquifères. Et les plus importants, les aquifères de bâtonien, calovo-oxfordien et vajocien. Et ils vont avoir une épaisseur de jusqu'à 700 mètres de profondeur, 700 mètres d'épaisseur. Et aussi, on va se concentrer aux aquifères du Crétacé supérieur, notamment sur les aquifères du Conassien turonien. Alors, donc, quelle méthodologie à utiliser? Et on a décidé d'utiliser les isotopes de strontium pour caractériser cette recherche halogénique et aussi cette décharge. Et le strontium a 4 isotopes, dont c'est le strontium 87 et les isotopes radiogéniques qui proviennent de la décroissance radioactive de rubidium 87. Alors, sa demi-vie, c'est de 50 milliards d'années. Donc, ça veut dire que c'est un isotope assez stable et qui va être considéré constant au long du cycle. Alors, la signature isotopique qu'on va trouver dans nos eaux,
souterraines et de surface va dépendre principalement du lessivage des roches. Et au bordure de notre bassin sédimentaire, donc, on va voir les socles granitiques du massif central où on va trouver des sols avec des concentrations faibles en strontium et valeurs plus radiogéniques des rapports isotopiques. Alors, dans ces endroits, c'est les plagioclastes et les biotites qui vont contrôler la signature isotopique, notamment à cause de sa provenance radiogénique et aussi à sa faible concentration, faible solubilité, pardon. Et d'autre part, dans les terrains carbonatés, on va voir aussi des concentrations élevées de strontium et de signatures isotopiques moins radiogéniques. Alors, ça c'est fait parce que le strontium, dans cette partie, est présent en trace dans des minéraux tels que la calcite, dolomite, gypse et anhydrite, et c'est très, très soluble. Alors, par rapport à les valeurs de référence qu'on va utiliser dans les terrains carbonatés, on va utiliser les valeurs qui ont été modélisées par MacArthur 2020. Et il a reconstitué en fait les valeurs des rapports isotopiques dans la plupart des échelles des tomes géologiques. Et nous, on va s'intéresser justement à la partie jurassique et à la partie crétacée supérieure. Alors, pour ça, on a réalisé 4 campagnes de terrain. Et on a augmenté des points de prélèvement parce on s'est rendu compte qu'on avait une signal isotopique. On avait besoin de la signal isotopique des cours d'eau. Donc, jusqu'à la dernière campagne qui a été réalisée en 2022, on a prélevé 92 points entre les bassins versants de l'île, de la Weser, de la Dordogne et certains points dans le Lot-et-Garonne. Alors, on a décidé de prélever des forages, des sources et des cours d'eau, notamment dans les têtes des bassins versants, dans l'amont, pour caractériser en fait cette signal isotopique et radiogénique qui va venir du massif central. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Et déjà, on a trouvé que nos eaux souterraines, jurassiques et crétacées supérieures, jurassique en bleu et crétacé supérieur en vert, sont beaucoup plus radiogéniques que prévu. Donc, ça veut dire qu'il y a une source d'eau ou de minéraux qui vont augmenter en fait ce rapport radiogénique, et on va chercher en fait les comprendre dans le cadre de ma thèse. Alors, aussi, on peut voir que les concentrations de strontium vont augmenter avec les tomes de résidence. Notamment, ces points sont les points localisés en fait plus éloignés des zones d'effleurement. Et ces points sont localisés dans les affleurements. Alors, on a trouvé aussi que comme prévu, comme on s'attendait, que les valeurs de rapports isotopiques dans les cours d'eau, notamment dans les têtes des bassins, ils vont être beaucoup plus radiogéniques. Donc, ça nous permet de définir un pôle pour éventuellement réaliser des droits de mélange et identifier des contributions des eaux. Alors, dans cette première cas, on va parler de la décharge. On a réussi en fait à caractériser la décharge de l'île. On peut voir ici qu'on peut définir un pôle rivière socle dans l'île et un pôle carbonaté jurassique et qu'on va l'appeler un pôle carbonaté lithologique. Et en faisant une droit de mélange, on peut conclure une contribution des eaux de l'aquifère du Jurassique à l'île jusqu'à 20% dans cette zone. Donc, ça nous permet de voir combien en fait ces aquifères vont drainer au cours d'eau. D'autre part, aussi, si on veut être plus spécifique par rapport à la recherche localisée, d'autre part, par rapport à la recherche localisée, par rapport à la recherche localisée, dans des études précédentes, on a identifié des zones de pertes dans les cours d'eau. Et ces zones de pertes, par exemple, sont localisées ici.
Et là, je vous présente seulement les résultats du bassin versant de l'île, mais ça, c'est peut faire aussi dans les autres bassins versants. Alors, ici, on a trouvé des zones de perte et c'est des volumes de débit de jusqu'à 270 litres par seconde. C'est-à-dire que dans une période de tâche, ça pourrait correspondre à 3 milliards, milliards de mètres cubes d'eau. Donc, ça veut dire que ça pourrait correspondre à une recharge assez importante dans notre aquifère. Donc, j'ai entendu. Donc, ici, si on localise notre perte et on l'associe à notre pôle carbonaté, on peut conclure que ces points qui sont au sud de notre pôle carbonaté pourraient être alimentés entre 10 à 20% par notre recharge localisée. Donc, pour finaliser, la conclusion et la perspective, malheureusement, les rapports d'isotopes d'extraction ne semblent pas utiles pour identifier les origines des eaux du Crétacé supérieur et du Jurassique dans notre zone d'étude, vu que les valeurs sont trop élevées. Cependant, il semble adéquat pour étudier les mélanges de surface et les recharges halogéniques. Et de plus, une deuxième partie correspond à faire les couplages avec les isotopes d'eau que je ne les ai pas présentés, qui devrait nous permettre de compléter les informations de la recharge. Les deutérium et l'oxygène 18 vont avoir des valeurs vont avoir des valeurs caractéristiques par rapport à l'altitude et au continental. Bon, merci. Alors, on va poursuivre. Cette fois-ci, on va aller en Normandie, voir les apports de la statistique dans l'influence, en tout cas pour l'identification de l'influence des eaux souterraines à la contribution des cours d'eau. Et c'est monsieur Frédéric Gresselin de la DREAL Normandie qui va nous présenter ça. Bonjour. Donc, nous travaillons actuellement à l'identification des facteurs de contrôle de la température des cours d'eau, DREAL, et en lien avec l'Institut Agro Rennes-Angers, Nelly Moulin en l'occurrence, qui fera la présentation suivante. Nous intéressons à la température parce que c'est un facteur clé de l'écologie des cours d'eau. Nous avons en Normandie 3 réseaux gérés par l'OFB, la Fédé de pêche et la DREAL. Nous, DREAL, nous intéressons à ces facteurs de contrôle parce que la température entraîne des variations de qualité dans les cours d'eau, notamment de concentration en oxygène dissous. Les poissons sont poikilothermes et ne savent pas réguler leur température, par exemple, et donc ont besoin de refuge thermique en période de canicule. Les facteurs de contrôle, on essaye de déterminer lesquels sont les plus importants et sur lesquels on peut agir pour essayer de limiter l'impact du changement climatique. Vous voyez ici, sur des moyennes mobiles 365 jours, l'augmentation progressive de la température de l'Orne dans le département de l'Orne, avec en gros 0,1 degré Celsius par an sur les maxis, les minis et les moyennes journalières. Les cours d'eau qui ont une signature thermique liée à la nappe ont un comportement particulier, comme vous le voyez au niveau de ce graphique, où vous avez représenté une rivière en bleu qui est fortement influencée par les eaux souterraines de la Craie, et une rivière en rouge de Socle. Elles ont la même surface de bassin versant, et c'est les eaux souterraines qui expliquent cette différence. Ça paraît évident de voir l'influence des eaux souterraines, mais quand on essaie de le démontrer, ce n'est pas si facile que ça. Nous nous intéressons à un des bassins versants de Normandie pour lequel nous avons une forte influence des eaux souterraines, celui de la Touques. Il fait 1300 km², une altitude de 300 mètres, un plateau qui glisse progressivement, enfin qui descend progressivement vers la mer de la Manche. Il est fortement incisé par l'érosion, notamment dans sa partie sud, ici, et puis également le long de la vallée de la Touques.
Et vous voyez qu'il a conservé sa forme de plateau plutôt à l'est. Nous avons 4 stations thermiques sur la Touques, dénommées T01 à T04 d'amont en aval. La T01 recoupe des terrains callovio-oxfordiens, des marnes calloviennes, des calcaires oxfordiens très aquifères. Ensuite, la Touques traverse un plateau crayeux qu'elle incise fortement, et la craie est particulièrement aquifère. Donc nous allons avoir des variations aquifères dans le bassin versant, avec la partie médiane du bassin versant plus aquifère que la partie amont. La signature thermique de la Touques de TO1 en TO4, qu'est-ce qu'il faut retenir ? En moyenne, la température augmente de l'amont vers l'aval. Les températures mini descendent d'amont vers l'aval, sauf en bordure de mer. La mer est un réservoir de chaleur en hiver important. Et puis les températures max augmentent d'amont en aval. Donc nous avons une signature qui est liée en fait aux échanges thermiques entre l'atmosphère et la Touques. Plus on descend vers l'aval, plus cette signature thermique liée à l'atmosphère est importante. Et il va falloir diagnostiquer l'influence des eaux souterraines malgré cette signature thermique. Alors, la méthode la plus classique, mais qui ne marche pas ici, c'est d'analyser les corrélations entre la température de l'air et la température de l'eau. Moins la corrélation est bonne, plus on considère qu'on est influencé par les eaux souterraines. Or, dans le bassin versant, nous allons avoir une corrélation qui va augmenter d'amont en aval, alors que les eaux souterraines vont avoir une influence de plus en plus forte. Donc, pour essayer de comprendre comment déterminer cette signature thermique des eaux souterraines, nous avons travaillé sur la différence entre les eaux, la température de l'eau et la température de l'air, T-water et T-air. C'est cette courbe noire que vous voyez ici, et vous voyez qu'elle est cyclique. Nous avons des facteurs de contrôle qui interviennent, qui permettent de refroidir la rivière en été et de la réchauffer en hiver. Donc nous pensons bien évidemment qu'il s'agit d'une signature liée aux eaux souterraines, parce que leur température reste à peu près constante tout au long de l'année. Parmi les facteurs de contrôle que nous avons dans le bassin versant, nous avons des facteurs d'aménagement, des barrages, des rejets, mais également la ripisylve que nous avons cartographiée la densité. Elle intervient beaucoup sur la température de l'eau. Et puis nous avons des facteurs physiques. Et parmi ces facteurs physiques, nous en avons un qui est important, c'est le débit du cours d'eau. Nous avons 4 stations hydrométriques dans ce petit bassin versant, la Touques ne faisant que 100 km de long. Et nous voyons que les débits spécifiques de la rivière baissent en hiver d'amont en aval. Il y a plus de ruissellement en amont qu'il n'y en a en aval. Et au contraire, en étiage, vous avez une très forte augmentation du débit spécifique de l'amont vers l'aval, en lien avec la présence de l'aquifère de la Craie qui apporte énormément d'eau à la rivière. Donc, elle a un fonctionnement hydrologique à l'envers des autres rivières classiques. Nous avons, dans cette approche, décomposé la différence de température par ACI, une analyse en composantes indépendantes. Nous avons, pour simplifier, extrait simplement 2 composantes, une composante en bleu C1, une composante en rouge C2. Vous voyez ces variations d'amplitude qui sont saisonnières, que les 2 composantes sont légèrement déphasées, et surtout que leur matrice, qui nous permet de savoir quelle est la force de chacune des composantes en chacune des stations mesurées, est inversée, C1 ayant un signe négatif et C2 un signe positif. Donc l'une joue en réchauffement, tandis que l'autre joue en refroidissement une grande partie de l'année. Et nous voyons que C2, la composante C2, a une matrice qui nous montre une influence croissante de l'amont vers l'aval, 0,9 à 1,6. L'amplitude donc est quasiment multipliée par 2. Et la composante C1, elle, au contraire, diminue fortement d'amont en aval. Alors, que faisons-nous avec ces 2 composantes C2 identifiées par l'ACI ? Eh bien, nous les intégrons à une ACP. L'ACP a été construite à partir de ces 2 variables actives, auxquelles on a rajouté d'autres variables actives, la T-water, T-air, et la différence entre T-water et T-air. Afin de nous repérer dans l'ACP, nous avons positionné des variables hydrologiques supplémentaires qui ne servent pas à caler les axes de l'ACP, le débit de base de la Touques, le débit de ruissellement de la Touques, le rayonnement solaire, la piézométrie de la nappe de la Craie, l'évapotranspiration et le base flow index, qui est
le rapport entre les eaux de nappe et les eaux de ruissellement dans la rivière. Nous avons été obligés, bien évidemment, de faire des séparations d'écoulement au niveau de chaque station hydrométrique disponible dans la vallée de la Touques. Et vous voyez une évolution du ruissellement qui diminue fortement d'un mont en aval, tandis qu'au contraire, l'influence des eaux souterraines augmente. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'ACP, nous avons ici 2 axes des 5 possibles représentés. Et l'axe horizontal représente 71% de la variance de l'ensemble de toutes les chroniques qu'on a injectées. Et la dimension 2 représente 20%. Donc c'est une ACP qui représente particulièrement bien le système. Et c'est l'ACP de la station amont, TO1. L'ACP est encore meilleure, elle monte jusqu'à 95% pour les autres stations. L'axe 1, le plus important, est fixé par la température de l'air et la température de l'eau, mais aussi par la différence. La différence est opposée à la température de l'air, c'est normal. Et puis également par la composante C1. L'axe 2, lui, est fixé par la composante C2. La composante C2 et la composante C1 sont orthogonales, elles sont donc indépendantes statistiquement, ce que la CI nous avait dit. Nous avons maintenant la composante C1 qui se trouve du côté du pôle du ruissellement, RO, tandis que la composante C2 se trouve dans un pôle où on a aussi le débit de base de la rivière, donc l'eau souterraine, et la piézométrie. Donc, a priori, C2, c'est une composante liée aux eaux souterraines, C1, c'est une composante liée au ruissellement. Comment maintenant évolue notre ACP d'un mont en aval, de TO1 en TO4? On va s'intéresser à 2 choses. J'ai vu. TA qui va TW qui progressivement va remonter au fur et à mesure qu'on descend le bassin pour se rapprocher de la radiation solaire. Plus la rivière s'ouvre, plus le rayonnement solaire agit sur la température du cours d'eau, en plus de la température de l'air. Et puis, la différence D entre la température de l'eau et de l'air, conclure, et vous voyez que D, progressivement, migre vers la composante C2. Donc, plus on va vers l'aval, plus la composante C2, plus la différence est expliquée par la présence des eaux souterraines. Nous avons fait un petit mélange, un modèle de mélange qui nous permet de savoir comment joue cette composante ruissellement, comment joue cette composante nappe dans la température du cours d'eau. En hiver, la nappe chauffe le cours d'eau, en été, le refroidit. Le ruissellement, c'est un petit peu l'inverse. Et quand la température de l'air est environ de 11 à 12 degrés, ruissellement et nappe sont neutres. Ça veut dire que la température de la nappe en amont dans le bassin versant est d'environ 11 à 12 degrés, ce que confirment en fait les données mesurées sur forage ou source. Donc la conclusion, vous avez compris, c'est long. Donc c'est important de noter que l'étude des corrélations simples ne suffit pas, il faut des études statistiques plus poussées. L'ACI, c'est une méthode assez intéressante parce qu'elle nous permet de travailler non seulement sur l'identification de ce facteur de contrôle, qui sont les eaux souterraines, mais elle permet d'identifier tout un tas d'autres facteurs de contrôle, comme le rôle des barrages, le rôle de la ripisylve, le rôle des sols. Et donc, je vais passer la main à Nelly qui va nous montrer quels sont les travaux complémentaires qu'on est en train de conduire sur la Touques. Alors du coup, c'est Madame Nelly Moulin de l'Institut Agro qui va nous parler des suivis expérimentaux de longue durée pour la compréhension des apports en eau souterraine et toujours en Normandie dans la suite de ce que l'on a vu. Ok, bonjour à tous, merci de votre patience jusqu'ici, je vais vraiment essayer de tenir le timing. Je suis Nelly Moulin de l'Institut Agro et je vais vous présenter les tout premiers résultats sur un suivi expérimental que l'on a mené sur la Touques dans le cadre d'un postdoctorat en partenariat avec l'Agence de l'eau Seine-Normandie et l'Adréal de Normandie.
le contexte du projet, c'est un projet qui s'appelle Quae et qui vise à quantifier, en fait, à cartographier des interactions entre les eaux de nappe et les eaux de surface. Pourquoi la Touques? Parce on sait qu'elle est fortement influencée par les eaux de nappe, comme l'a déjà expliqué Frédéric. Et donc ici, on va mettre en place un suivi expérimental un petit peu innovant pour essayer d'identifier ces interactions. Donc je passerai rapidement ici pour dire que on sait que la rivière est en interaction avec beaucoup d'éléments. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer de décorréler les interactions avec l'atmosphère des interactions avec la zone hyporéique. Donc, vous savez où est la Touques maintenant. Donc le site instrumenté se situe plutôt à l'amont, donc dans la zone qui est fortement influencée par les aquifères de craie. Et en particulier, donc on est exactement entre deux fortes pentes d'aquifères qui débouchent sur des agglomérations d'alluvions et de matériaux de solifluxion. Alors, voici le site instrumenté. Donc en fait, ce qu'on a utilisé, c'est une fibre optique. Donc c'est une mesure. Pour cela, on a déployé une fibre optique de 450 mètres de long. Et la particularité que l'on avait ici, c'est que l'on l'a déployée suivant 2 allers-retours. Donc en fait, elle est déployée le long de la rive gauche, puis un premier aller-retour où on est à peu près au milieu du cours d'eau, et le dernier aller-retour où on suit le long de la rive droite. Donc toujours sur le fond du lit de la rivière. Donc pour compléter les mesures de la fibre optique qui mesure donc la température au fond du cours d'eau, on a des dispositifs RBR qui sont précis au centième de degré, qui nous servent à calibrer les mesures de la fibre optique. Et on a complété ces mesures de température par des dispositifs appelés Molinari, que je vais présenter juste après, et qui nous serviront à vérifier que ce que l'on aura observé correspond bien à des apports de nappe. Donc, ces dispositifs Molinari, pour ceux qui ne sont pas familiers, donc ce sont des dispositifs développés par une équipe de géosciences à Fontainebleau et en fait, ces mesures expérimentales alimentent directement un modèle qui sert à calculer des échanges de flux de chaleur entre la nappe et la rivière. Donc, dans ces dispositifs, en fait, c'est des boîtiers que l'on pose au fond du lit de la rivière. Et en fait, on a 2 types de mesures principales. On a des capteurs de température verticaux dans la zone hyporéique. Donc, dans notre cas, on a installé 4 thermocouples placés entre 10 et 40 cm. Et on a une mesure de pression différentielle qui va nous donner des indications directement sur les mouvements d'eau entre la rivière et la nappe. Donc, voici à quoi ressemblent les mesures de la fibre optique. Donc ça fait un petit peu peur comme ça, mais en fait on a une cartographie spatio-temporelle. Donc ici vous avez la distance le long de la fibre. Donc ici c'est l'entrée dans l'eau, le premier trajectoire rive droite, Talweg rive gauche, le long du temps. Donc on a pu instrumenter, faire des mesures pendant à peu près 1 an. Donc on voit ici en fait l'automne-hiver 2021, l'été record 2022. Et l'automne 2022. Donc nous, qu'est-ce qui va nous intéresser ici? En fait, ça va être des zones particulières. Donc j'en ai encadré 2 ici. Donc ici, on a identifié ce qu'on va appeler des anomalies thermiques. En fait, ce sont des zones... Ah, désolé. J'ai spoilé la suite. Donc on va identifier ici des zones où en fait les variations thermiques sont beaucoup moins fortes que sur le reste du cours d'eau. Donc sur la cartographie, ici, ça se traduit par une coloration beaucoup plus homogène. Donc si j'aplatis cette cartographie 2D en 1D, donc je représente la température moyenne. Ici, on va retrouver nos anomalies thermiques, où en fait les températures extrêmes varient beaucoup moins et sont beaucoup plus proches de la moyenne. Donc ici, on a dit, voilà, on identifie des zones où la variation de température est beaucoup plus faible que sur le reste du cours d'eau. Il reste encore à prouver qu'il s'agit bien d'apports de nappe. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a instrumenté certaines de ces anomalies avec des dispositifs Molinari. Donc dans cette présentation, je vais vous présenter que 2 dispositifs. Donc un qui a été placé sur un site avec anomalie thermique et un autre qui a été placé sur un site de référence sans anomalie. Sur cette graphique, c'est juste pour dire que
quand on mesure la corrélation entre la température de l'eau et la température de l'air, on confirme que sur ces anomalies thermiques, la corrélation est beaucoup plus faible, donc on a bien un autre facteur d'influence que la température de l'air. Donc je passe rapidement pour ne pas perdre de temps. Donc voici les premières cartographies de température verticale. Et en fait, on a eu beaucoup de chance. On a réussi à avoir ces mesures au moment d'une crue très importante sur la Touques. Et l'avantage de la Touques, c'est que les crues se traduisent par un signal de très grande amplitude, mais sur une très courte durée. Donc on a quasiment un Dirac en termes de tirant d'eau. Et donc ce qu'on va pouvoir regarder, c'est comment se comporte la température à différentes profondeurs suite au passage de cette crue. Et en fait, ce que l'on a constaté, c'est que par exemple, quand on prend les capteurs, les thermocouples à 10 cm de profondeur, on a un retard de la remontée en température sur le site avec anomalie, donc en rouge, par rapport au site de référence en vert. Et en fait, on constate un retard d'à peu près 4 heures à 10 cm et 6 heures à 40 cm de profondeur. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le site avec anomalie, la température reste plus fraîche plus longtemps. Alors, un autre paramètre que l'on a pu mesurer également, c'est le déphasage entre la température de l'eau et la température de l'air. Donc pour ça, on prend le max journalier de l'eau et de l'air. Et on regarde la distribution de ce déphasage sur les deux sites. Et on constate en fait que sur le site de référence, ces déphasages sur toute l'année sont assez concentrés. La plupart des déphasages se situent entre 3 et 8 heures. Alors que sur le site avec anomalie, on a une distribution vraiment très hétérogène de ces déphasages. Donc on confirme une nouvelle fois que le site T3, donc le site avec anomalie, est beaucoup moins sensible aux variations journalières climatiques. Et j'arrive déjà à la fin. Donc la dernière mesure qui nous sert en fait à confirmer qu'il s'agit bien d'apport de nappe, ça va être le capteur de pression qui va nous confirmer ce qui se passe en termes de mouvement entre les zones nappes et les eaux de rivière. Et en fait, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est des phénomènes de downwelling et de upwelling. Donc, à certains sites, sur le site de référence, c'est la rivière qui recharge, les mouvements d'eau de rivière qui rechargent la nappe, tandis que dans les sites avec anomalie, c'est l'inverse. Et en fait, ça se traduit directement sur le capteur de pression par une inversion de signe entre les deux signaux de pression. Et à partir de là, on sait qu'on va pouvoir utiliser des modèles de calcul de flux verticaux. Et donc, j'en arrive aux conclusions et perspectives. Donc, ce qui va nous intéresser ici, en fait, c'est grâce à la fibre optique, au dispositif de la fibre optique et au dispositif des Molinari. Donc on a pu mettre en évidence certains points d'arrivée d'eau de nappe. Et à partir de là, on va pouvoir comparer différents modèles. Donc j'ai parlé du modèle Ginette, mais on a pour projet de comparer d'autres modèles peut-être un peu plus courants. Et ensuite, comme on a des mesures le long de toute la fibre optique, d'extrapoler ces calculs de flux verticaux à l'ensemble de la fibre, et de corréler l'identification de ces endroits d'apport de nappe avec également la géologie environnante. Et une autre idée aussi qu'on avait, c'est d'associer la prédiction de la température de l'eau à partir de la température de l'air, de pouvoir, à partir de ces prédictions-là, associer des prédictions de température dans les zones hyporéiques. Et je finis sur la même note que les collègues avant moi, évidemment d'étudier ces prédictions de température dans le cadre du changement climatique. Merci pour votre attention. On va avoir 5 minutes pour les questions. Je vais inviter les deux présentateurs précédents à nous rejoindre sur l'estrade.
Bon, comme d'habitude, la biodiversité, tout le monde s'en fout. L'objectif, c'est d'essayer de trouver une méthode pour qualifier les refuges thermiques Est-ce que vous pouvez des faire un cours peu d'eau de calme pour les questions, s'il vous plaît? pour quelques espèces, écrevisses, truites de mer et ainsi de suite, hein, parce qu'il va falloir qu'on trouve des solutions d'aménagement pour protéger ces espaces. Oui, l'objectif, sur la Touques, c'est d'essayer de déterminer où sont les refuges thermiques pour des espèces comme la truite de mer ou le saumon, parce que ce sont les endroits où les eaux souterraines vont arriver dans le cours d'eau et donc permettent à ces espèces-là de ne pas subir des chocs thermiques trop importants pendant les canicules futures. Dans le cadre de votre étude, est-ce que vous avez évalué quantitativement la contribution des eaux souterraines au cours d'eau? Et est-ce que sur tout le tronçon, vous avez pu voir en fait s'il y a des tronçons qui sont plus dans l'apport ou non? Donc il y a le cas, vous nous expliquez que quand ça traverse la Crème, est-ce que vous l'avez quantifié? Est-ce que ça peut se relier au phénomène que vous venez de préciser juste à l'instant? On a quantifié les débits et puis on a quantifié les flux en développant un petit modèle de mélange qui nous permet de savoir comment on varie les apports thermiques en quelque sorte via les eaux de ruissellement et via les eaux de nappe dans le cours d'eau et comment elles évoluent d'amont en aval. Parce que la signature thermique liée aux nappes va varier d'amont en aval aussi par le simple fait que l'eau de nappe va résider longtemps avant de rejoindre l'aval. C'est pas le débit. Non. Quantifier débit. En termes de débit, il n'y a pas de seuil, il n'y a pas de jaugeage sur les sources. Non, mais par contre, on a 4 stations hydrométriques sur 100 km et ça nous permet quand même d'avoir une bonne connaissance du débit. On a aussi beaucoup de jaugeage différentiel le long de la rivière et par ailleurs, on a des stations hydrométriques sur les affluents et on a des campagnes de jaugeage spécifiques en étiage qui permettent d'analyser combien produisent chacun de ces petits cours d'eau sur des périodes clés. Donc on a une bonne connaissance hydrologique du territoire. On a des questions sur la première présentation. N'hésitez pas à vous présenter pour poser la question. Oui, Claude Armand, hydrogéologue agréé. C'était simplement pour vous poser une question de néophyte. Comment vous mesurez la température avec la fibre optique? Il y a des sorties le long de la fibre avec des capteurs de type piézo quelque chose ou... Oui, alors la mesure par fibre optique, en fait, on injecte un signal laser dans la fibre. Et en fait, ce qu'elle mesure, c'est le signal rétrodiffusé des atomes de verre qui réagissent au passage du laser. Donc en fait, on a des électrons qui perdent de l'énergie, enfin qui gagnent de l'énergie au passage du laser et qui réémettent un photon en revenant à un état de moindre énergie. Et en fait, on a 3 types de signaux. Soit on a une diffusion élastique, donc ça, on ne le compte pas. Et ensuite, on a 2 types de diffusion inélastique. Et en fait, le rapport des deux est directement corrélé à la température autour de la fibre. Donc en fait, c'est le retour du signal. En fait, c'est le retour du signal du laser que l'on récupère en entrée. Est-ce que vous pouvez parler dans le micro parce que je pense que personne ne vous entend sinon. Oui, c'était pour savoir en fait comment vous arriviez à discriminer les températures le long de la fibre. Parce que j'imagine qu'en injectant un laser d'un côté, vous le récupérez au bout. Mais comment vous savez qu'à 10 mètres ou à 15 mètres, 20 mètres, 50 mètres, vous avez la telle et telle température, quoi? Alors, en fait, le laser, le signal est récupéré. En fait, le laser fait un aller-retour. Donc, on le récupère au même endroit et c'est avec le temps de retour que l'on sait d'où vient le signal rétrodiffusé. On vous propose de continuer après pour les explications techniques.